qu'on démarre. Merci d'être venus de bon matin pour nous écouter, pour nous rencontrer. Vous êtes tous ici parce que vous avez un intérêt certain pour le parfum. Je vois ici des grands amateurs, des passionnés. Merci d'être venus nous voir. De mon côté, j'ai la chance de faire partie de la seule équipe au monde qui préserve un patrimoine culturel, celui du parfum. Et nous sommes venus aujourd'hui avec notre équipe, notre président Thomas Fontaine, Isabelle Chazot, la présidente du comité scientifique de l'Osmothèque, et nos ambassadeurs en Italie, Roberto Drago et Hermano Pico. Nous sommes venus pour vous faire découvrir nos activités, nos missions et quelques trésors de nos collections. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure et nous allons faire un voyage au cœur de l'Osmothèque et ensuite au cœur de quelques trésors et de quelques nouveautés des collections en lien avec l'Italie, puisque cette année à Aix-en-Provence, nous avons décidé de faire un hommage à l'Italie et au parfum par le prisme de nos collections. Donc je vais prendre quelques instants pour revenir sur le conservatoire et sur ses missions, au cas où certaines personnes d'entre vous ne connaîtraient pas bien l'Osmothèque. L'Osmothèque, c'est le seul et unique aujourd'hui conservatoire de parfums au monde. C'est une institution qui est dédiée à la préservation du patrimoine olfactif de la parfumerie, qui à l'origine a été imaginée à la fois comme un outil pour les parfumeurs, mais aussi comme un lieu de mémoire olfactive de la profession des parfumeurs et de la parfumerie. C'est progressivement devenu un lieu de mémoire collective et de culture autour du parfum de façon plus générale, ouvert au grand public, aux amateurs, aux étudiants. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment un lieu hybride, unique, qui accueille tous les publics, des professionnels aux enfants, en passant par les personnes âgées dans les prisons, dans les EHPAD. Donc nous sommes vraiment une passerelle entre un monde du parfum, une industrie de la parfumerie et un monde de la culture qui s'intéresse de plus en plus au parfum. Nous sommes un lieu de référence, unique en son genre, et je pense que c'est pour ça que nous sommes toujours aussi bien accueillis dans les lieux qui veulent faire la promotion du parfum, de sa création, de son histoire, de sa culture. Nos collections aujourd'hui, c'est plus de environ 5500 parfums, dont 900 parfums disparus. Ce sont des centaines, presque des milliers de formules préservées précieusement de l'oubli, et des matières premières, des bases rares qui nous permettent de refaire les parfums exactement comme ils étaient à l'origine. Donc la particularité du conservatoire, c'est de refaire frais des parfums comme ils étaient au moment où les créateurs qui les ont conçus les ont mis sur le marché. Donc nous avons dans nos collections des pépites, vous en découvrirez quelques-unes aujourd'hui, je pense à Parfum Royal, Fougère Royale, le fruit défendu, évidemment les pièces maîtresses de la collection que sont les parfums Coty, le chypre, l'origan, ambre antique. Nous avons aussi des curiosités comme l'eau de Cologne de Napoléon à Sainte-Hélène, le fameux iris gris de Fat, ou encore les premiers parfums des couturiers créateurs, Paul Poiret, Chanel, Patou. Bref, une collection extrêmement riche qui est particulièrement intéressante sur ce qu'on appelle la parfumerie moderne, donc au moment où la chimie entre dans les parfums et où les formules commencent à s'écrire de façon extrêmement précise et donc qu'on peut les transmettre et les reproduire. Quelques mots pour rendre hommage aux créateurs, aux fondateurs, aux concepteurs de l'Osmothèque, une équipe de parfumeurs passionnés autour de Jean Kerléo qui a vraiment porter ce concept de conservatoire à un moment où personne n'avait l'idée qu'il y avait un intérêt à préserver le parfum sur son volet olfactif. Des lieux de préservation d'objets, d'affiches, de flacons, des collectionneurs de ces choses-là existent. En revanche, sur le volet olfactif, qui est plus compliqué car par essence évanescent, c'était assez novateur il y a plus de 35 ans. Et leur postulat était que pour parler de parfum, pour comprendre l'évolution de la parfumerie, justement, parler ne suffisait pas et il fallait peut-être sentir et se mettre sous le nez ce dont on parlait. Et donc, le concept de l'Osmothèque, ça a été vraiment de partir à la recherche des parfums perdus qui ont fait les grandes heures de la parfumerie pour les refaire comme ils étaient à l'origine, pour pouvoir les sentir comme ils étaient à l'origine. Et c'est ça la quête des fondateurs de l'Osmothèque, de vraiment refaire ces parfums au plus proche de leur formule d'origine.
Et donc, ils ont créé cette osmothèque, osmo, osmé, odeur, théké, rangement, donc cette bibliothèque où l'on range les odeurs, les parfums. Et ce lieu, donc, qui est ouvert depuis plus de 30 ans, à partir de son camp de base, qui est l'école Isipka à Versailles, est ouvert à tous les publics. Et c'est une chance pour nous, car aujourd'hui, cette collection et ce conservatoire voyagent dans le monde entier pour présenter ces collections. Les missions de l'osmothèque, faire vivre, faire grandir, prendre soin d'un patrimoine culturel exceptionnel qui est le parfum. Et nous allons rentrer un petit peu plus dans nos missions, et je vais vous en présenter 3 assez rapidement. La préservation, évidemment, de cette collection, son enrichissement, prendre soin de ces trésors que l'on retrouve ou que l'on refait à l'osmothèque, c'est la vocation première du conservatoire. Et donc, nous avons dans nos collections des reconstitutions de parfums. On démarre au 1er siècle, vous en sentirez un tout à l'heure, et avec l'aide des maisons de composition, qui sont parfois détentrices des formules, nous refaisons les parfums au plus proche de l'origine. Nous avons, vous voyez des images de la cave de l'osmothèque, qui est le lieu où sont refaits les parfums. C'est le lieu où travaille notre équipe d'experts pour donc reconstituer ces parfums. Certains sont faits en interne, certains sont faits avec l'aide des maisons de composition, et certains font l'objet de collaboration entre des choses que nous avons en interne et des éléments manquants, et vice-versa. Ils sont conservés dans des conditions optimales de conservation, c'est-à-dire que quand un parfum est refait à l'osmothèque, il est immédiatement mis dans des conditions optimales de conservation, à l'abri des variations de la température, de la lumière, et sous un gaz protecteur qui va nous permettre de les préserver le plus longtemps possible et de limiter, retarder leur oxydation. Évidemment, c'est une quête un peu permanente, parce qu'un parfum, même avec le grand soin que lui apporte l'osmothèque, est un produit qui va s'abîmer. Et donc, notre objectif, c'est de limiter, on va dire, son vieillissement pour pouvoir vous le faire sentir dans des conditions idéales. Et quand on a besoin de le refaire, quand c'est possible, on le refait. Et donc, vous sentirez frais des parfums extrêmement importants qui ont plus de 100 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont depuis plus de 100 ans dans nos collections. Cela veut dire qu'on les a refaits à partir de la formule d'origine d'il y a 100 ans et avec les bases et les ingrédients au plus proche de ce qu'ils étaient il y a 100 ans. Cette collection est en fort développement. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a un fort engouement aujourd'hui pour la chose parfumée sous toutes ses formes. Et donc, évidemment, le conservatoire profite de cette, on va dire, de cette redécouverte, finalement, du sens de l'odorat. Et nous sommes quelque part un peu obligés, nous aussi, de revoir le modèle de l'osmothèque et de le redévelopper. Donc, nous avons récemment enrichi, avec le nouveau président Thomas Fontaine, nous avons ouvert un nouveau segment de collection qui est la parfumerie fonctionnelle. Ce qui veut dire que nous avons, à côté de la parfumerie fine, qui est le cœur, on va dire, initial, originel de l'osmothèque, développé cette parfumerie fonctionnelle qui fait aussi partie de notre mémoire quotidienne, et on en aura des exemples tout à l'heure. Nous avons aussi ouvert la collection pour accueillir des travaux qui sont un peu foisonnants et peut-être même un peu tous azimuts aujourd'hui de reconstitution historique dans lesquelles on trouve des choses particulièrement intéressantes ou alors des expériences un peu uniques dont on ne sait pas quelle sera la postérité mais qui aujourd'hui sont hébergées dans nos collections. Et nous avons aussi de plus en plus des sollicitations pour prendre soin d'un nouveau segment qui est l'art olfactif. Et donc là, on touche à des problématiques un petit peu plus complexes de conservation parce que des installations culturelles, artistiques où l'olfactif entre ne sont pas toujours simples à préserver, mais nous accueillons en tout cas la partie olfactive de l'installation dans les collections. La deuxième mission principale de l'osmothèque, c'est la transmission. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en nous rencontrant et en vous parlant de nos parfums. La transmission, c'est initialement à l'osmothèque la conférence olfactive. Il y a presque 35 ans, faire sentir des parfums par des parfumeurs qui vous en expliquent, non pas la composition, mais qui vous expliquent comment, ce qu'ils apportent, l'intérêt qu'ils ont olfactivement, quels jalons ils posent dans l'évolution de l'histoire de leur art, c'était une nouveauté et l'osmothèque a longtemps été une des seules institutions ouvertes au grand public à proposer finalement d'en savoir un peu plus sur ce qui se passait derrière la porte des laboratoires. Et donc la conférence olfactive a été le modèle de transmission
initiale de l'osmothèque. Aujourd'hui, vous allez voir dans les slides suivantes qu'on en est bien loin, puisqu'on intervient de bien d'autres façons. Et ici, sur le salon Aix-en-Provence, vous avez vu une exposition en libre service, hommage à la parfumerie italienne, où vous découvrez les parfums, non pas accompagnés d'un expert, mais en seul, face à l'œuvre. Et donc, c'est une autre approche que l'on vous propose d'avoir. Donc, nous sommes aidés dans nos activités de transmission, et vous en voyez beaucoup à l'écran, par évidemment des futurs parfumeurs, des élèves qui se passionnent et qui sont sur notre site de Versailles principalement. Sur les images ici, vous voyez nos osmothécaires. Donc, les osmothécaires, ce sont les experts de l'osmothèque qui connaissent la collection, qui connaissent l'histoire du parfum et qui ont à cœur de transmettre et de partager la magie de cette collection. Donc je ne vais pas vous laisser toutes les images jusqu'au bout, parce que sinon nous faisons plus de 100 interventions par an, vous auriez des heures à visionner, et je sais que le temps m'est compté, mais que je suis encore dans le timing qui m'est imparti. Donc la transmission de l'osmothèque, c'est le grand public, les professionnels et tous les publics au sein de ces rencontres que nous faisons tout au long de l'année. Vous en voyez ici quelques exemples. L'osmothèque s'est aussi confié des parfums à des institutions culturelles, puisque nous sommes le seul organisme vraiment dédié à ce volet olfactif de la parfumerie. Il nous arrive, dans des conditions très cadrées et codifiées à l'osmothèque, de confier des parfums à des institutions culturelles pour leur permettre d'avoir le volet olfactif de leurs expositions. Nous sommes en ce moment sur 2 expositions, et là vous voyez des images d'un musée en Normandie qui va parler de Roger et Gallet, et donc nous avons des choses à leur prêter, et nous intervenons aussi dans des dispositifs olfactifs associés à des médiations culturelles, là les microfolies. Quelques images du concept d'exposition, mais enfin là je ne peux que vous inviter à aller la voir en vrai, puisque finalement cette idée est maintenant devenue réalité dans la pièce d'à côté, et nous vous y retrouverons tout à l'heure avec grand plaisir. Cet événement hommage à l'Italie, on va y revenir. On a un dernier point sur les activités de l'osmothèque, c'est la recherche. La recherche, elle est importante, elle a toujours été faite à l'osmothèque, et elle a pour but de nous permettre à tous d'augmenter, on va dire, la connaissance que nous avons sur l'histoire du parfum dans tous les domaines. Et c'est pour ça que le comité scientifique de l'osmothèque a une volonté d'être interdisciplinaire, évidemment de faire se rencontrer les chercheurs, les historiens, les sociologues et les parfumeurs, puisque ce sont 2 mondes qui jusqu'à présent se rencontraient peu, et l'osmothèque veut être une plaque tournante, veut être un lieu de rencontre, d'échange et de partage de tous ces savoirs, dans un but unique qui est de permettre d'en savoir plus, et du coup demain de pouvoir refaire encore plus de parfums et de connaître encore plus cette histoire du parfum. Nous organisons d'ailleurs, dans le cadre de ces recherches, de ces journées de recherche et d'études, un colloque avec le musée du Quai Branly dans quelques semaines à Paris, odeurs et parfums, on va dire sous un chapeau qu'a pris le comité scientifique de l'osmothèque, mémoire et parfum. Un joli sujet qui va nous occuper quelques années. Donc en image, l'osmothèque aujourd'hui, et on se fait plaisir en vous mettant cette petite vidéo. C'est beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de passionnés, beaucoup de parfums, beaucoup de lieux, beaucoup de moments, beaucoup de bons moments. Partager des émotions, partager de la connaissance, partager du savoir. Et puis surtout, finalement, participer à une grande œuvre ou un grand mouvement plutôt, qui est la reconnaissance d'un patrimoine sensoriel. Au-delà du patrimoine olfactif, aujourd'hui on parle de patrimoine sensoriel, et l'osmothèque, avec son volet préservation du patrimoine olfactif, veut être un acteur important de cet univers-là. Ça fait 35 ans qu'elle travaille à préserver, à amasser, à transmettre un certain nombre de ces éléments de patrimoine olfactif. Et dans ce contexte où on redécouvre ce sens un peu mal aimé de l'odorat, qui est pourtant primordial, qui est indispensable et qui est magique, l'osmothèque est pour nous, un acteur en devenir, un acteur majeur de cette préservation-là. Et on va passer maintenant à la partie la plus importante, qui est sentir. Parce que tout ce que fait l'osmothèque, en fait, et tout ce que dit l'osmothèque n'a qu'un
qu'une raison, c'est de vous faire sentir l'histoire, de vous la faire vivre par l'odorat. Et je vais passer la parole à Isabelle Chazot, donc administratrice de l'Osmothèque et présidente du comité scientifique. Et puis, elle passera la parole ensuite à nos autres intervenants pour commencer à vous parler de certains parfums de la collection et de leur raison d'être dans notre proposition d'aujourd'hui. Merci Anne-Cécile. Alors, nous allons commencer notre voyage par un parfum très important qui s'appelle le parfum royal. Et qui fait partie de la collection des parfums de l'Antiquité que nous souhaitons agrandir. Mais pour l'instant, nous avons un exemple de cette parfumerie antique. Mais quel exemple? C'est le parfum royal, refait à partir d'une recette de Pline l'Ancien. Alors, Anne-Cécile vous a dit que les parfums étaient refaits à l'identique sur la formule d'origine. Et là, nous avons une exception, parce que le parfum royal a été refait à partir d'une recette, pas d'une formule. Au 1er siècle après Jésus-Christ, c'était une recette qu'on a retrouvée dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Et c'est donc une exception dans les collections, mais qui retient toute notre attention parce que il a été refait par Jean Kerléo en 1996. Et il a fallu faire une véritable recherche pour refaire ce parfum. Parce que dans la parfumerie antique, vous avez donc au chapitre 13 de l'histoire naturelle cette recette du parfum royal, Regale Unguentum, avec 27 ingrédients, mais aucune quantité. Donc, pendant un an, Jean Kerléo s'est attaché à retrouver les ingrédients d'abord et ensuite à faire des essais pour retrouver un équilibre olfactif. Alors, c'est très intéressant parce que ça pose toutes sortes de questions sur comment travaillaient les parfumeurs de cette époque-là. Est-ce que leur notion d'équilibre olfactif était la même que celle d'aujourd'hui? Comment les Romains percevaient-ils ce parfum? Ce parfum, Pline le décrit comme le parfum lauditissimum, vraiment celui qui était un des parfums les plus prisés de son époque. Il avait été fait pour le roi des Parthes et il était fait avec les meilleurs ingrédients qu'on pouvait trouver à cette époque-là. Alors vous le sentez et vous avez tout de suite une impression de grande puissance. Attention de ne pas le poser sur votre nez, sinon vous le sentirez toute la journée. Il est très puissant et il y a sans doute un ingrédient que vous reconnaissez tout de suite, qui est la cannelle. Les parfums de l'Antiquité contenaient beaucoup d'épices, de matières sèches qui permettaient une bonne conservation. Et il y a beaucoup de cannelle dans ce parfum. Il y a 3 sortes différentes. Et il y a aussi des baumes, de la myrrhe, de l'opoponax, du styrax, des matières qu'on pouvait broyer, écraser pour créer ce parfum. Il y a aussi des matières végétales. Il y a beaucoup d'épices, donc de la cannelle, de la cardamome, toutes sortes du gingembre, des épices de cette époque-là. Et ce qui est très intéressant aussi quand on refait un parfum de l'Antiquité, c'est que ça donne des réponses, mais ça pose aussi énormément de questions. Des questions aussi sur comment on préservait les parfums de cette époque-là. On préservait les parfums grâce, en particulier, à de l'huile. Et aussi, un autre ingrédient très important pour préserver les parfums, c'était le miel. Et parce que vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'alcool. La révolution alcoolique est beaucoup plus tardive, à partir du XIe siècle. Donc les parfums de l'Antiquité étaient préservés essentiellement par des matières grasses, par le miel et enfin par une sorte d'alcool, le vin, qui était très utilisé pour conserver les parfums de cette époque-là. Vous voyez d'ailleurs que ça fonctionne très bien. Ce parfum a été refait en 1996 et il est encore excellent. Alors, c'est toujours intéressant de refaire ce parfum aussi parce qu'il y a une émotion. Il y a le fait de se dire, peut-être que si Jean Kerléo s'est approché au plus près du parfum
qui existait au 1er siècle après Jésus-Christ, vous sentez en ce moment un parfum que pouvaient sentir des Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez que pour nous c'est très intéressant, ces parfums d'Antiquité, et nous souhaitons développer cette collection avec d'autres exemples. Là, vous avez une petite vidéo d'une fresque animée, récemment animée, de la Casa dei Veti que vous connaissez à Pompéi, et où l'on voit les techniques très sophistiquées qui existaient déjà à l'époque romaine dans la fabrication des parfums. Avec cette cliente qui sent ce qu'on lui présente, ce qu'un Putti lui présente. Nous souhaitons aussi vous présenter l'extrême inverse de ce que vous venez de sentir, c'est-à-dire un parfum qui a été repesé, c'est ce que nous appelons dans le jargon de l'osmothèque la repesée, c'est-à-dire un parfum repesé à partir de la formule d'origine. Et vous avez compris, c'est la majorité des parfums qui sont conservés à l'osmothèque. Alors aujourd'hui, en hommage à l'Italie bien sûr, nous avons décidé de vous faire sentir Shocking de Schiaparelli, 1937. Alors, c'est un parfum qui a été refait à l'identique, donc ça veut dire également l'utilisation de produits qui peuvent être interdits aujourd'hui, puisque nous n'avons pas besoin de respecter la législation, nous ne vendons rien, nous ne vendons pas des parfums qui sont destinés à être portés, qui sont juste destinés au public et à être sentis. Donc nous les refaisons à l'identique avec des matières premières éventuellement disparues ainsi que des bases. Ce parfum, pourquoi est-il très important aussi? Parce qu'il représente les parfums qui sont liés à la couture. Et vous savez que ce lien entre le parfum et la couture a été très important à travers le temps. Nous tenons à souligner à l'osmothèque que ce n'est pas Gabrielle Chanel qui a été la première à associer parfum et couture, mais Paul Poiret. Et nous avons à l'osmothèque une collection des parfums de Rosine qui ont été lancés à partir de 1911 par Paul Poiret et qui ont voulu mettre en relation les collections du grand couturier qu'il était à cette époque-là, même si maintenant on le connaît moins. C'était un très grand couturier des années 1910 qui habillait le tout Paris et il a voulu mettre en relation la couture, ses collections et les parfums. Alors, sous l'impulsion de Paul Poiret, peu à peu, les autres couturiers se sont mis à lancer des parfums en même temps que leur collection. Ça a été un mouvement vraiment très important à partir des années 20 en particulier. Et Elsa Schiaparelli, quand elle a lancé sa maison de couture une dizaine d'années plus tôt, n'a pas tout de suite développé des parfums, mais à partir des années 30, s'est intéressée elle aussi aux parfums. Ce qui est intéressant, c'est que c'était très complexe pour une maison de couture de lancer des parfums. Vous savez que c'est compliqué d'avoir un parfumeur maison, d'avoir les finances pour avoir toutes les matières premières nécessaires pour créer un parfum. Donc, le Shocking de Schiaparelli est un exemple d'un nouveau mouvement, d'un moment très important dans l'histoire de la parfumerie. C'est le moment où les maisons de composition ont compris qu'elles pouvaient proposer aux créateurs de mode des parfums clés en main. Et donc, Louis Amick, chez Roure, a eu l'idée de proposer aux créateurs de son époque des parfums qui étaient déjà préparés par ses équipes. Donc, le créateur de mode n'avait pas besoin d'avoir un parfumeur en interne. Et en revanche, il avait l'envie, bien sûr, de s'adapter à ce que voulait le créateur de mode. Il y a toujours une confusion entre le créateur de mode et le parfum, qui a été d'ailleurs entretenu au départ par Paul Poiret, mais
nous savons, et vous le savez parce que vous aimez les parfums, que ce sont les parfumeurs qui créent pour les créateurs de mode. Alors, pour ce parfum, c'est le grand parfumeur Jean Carl, qui travaillait pour la maison Roure à Grasse, qui a fait ce parfum, qui l'a réalisé. Et vous sentez là encore à quel point c'est un parfum puissant dans un autre registre, et ce qui correspondait tout à fait à ce shocking que voulait présenter Elsa Schiaparelli. Elle avait créé une collection de mode avec ce rose shocking qui était très provocant à cette époque-là, et il fallait un parfum puissant, un parfum à l'image de ses créations. Vous connaissez l'extravagance des créations d'Elsa Schiaparelli, son inventivité, la richesse de sa palette de créatrice. Vous connaissez la volonté qu'elle avait de faire une couture différente, de travailler avec ses amis surréalistes. Et Jean Carl s'est adapté et a fait ce parfum extrêmement puissant, un chypre cuir. Vous voyez toute la dimension cuir avec la dimension chypre avec beaucoup de patchouli, hein. Ce côté aussi très rosé, beaucoup de rose dans ce parfum. Et puis un côté très cuiré, hein, très, très présent, un chypre cuir tout à fait novateur pour son époque. Et ça reste un parfum qui est tout à fait marquant à la fois par sa puissance, encore très moderne, et par sa dimension encore très provocatrice. Je vais maintenant laisser la parole. C'est à moi. C'est à moi. Bonjour. Effectivement, dans la lignée de cette présentation, on va vous présenter la Pinot Silvestre, qui est un monument de la parfumerie italienne et qui va être quelque chose d'assez symbolique pour nous parce que déjà, c'est un système de fonctionnement où nous avons notre collection qui s'agrandit de jour en jour. Et là, en l'occurrence, Marco Vidal, pour le nommer, nous a fait confiance et il nous a donné cette formule récemment pour qu'on puisse la reconstituer comme elle était en 1955. Donc ce parfum est vraiment un travail, et l'archétype même du travail que l'on fait à l'Osmothèque, dans les repesées en interne, où on a pu reposer ce parfum en utilisant les matières premières de l'époque qu'on avait au sein même de notre collection, à savoir que notre collection, elle est à la fois des parfums qu'on repèse, des parfums qu'on récupère et qui nous sont donnés par les maisons de composition qui les ont eux-mêmes repesés, ou tout simplement des parfums contemporains qui viennent enrichir notre collection. Mais elle est aussi importante par toutes les matières premières que l'on préserve. Sachez que beaucoup de matières premières disparaissent par l'effet de la mode, mais aussi l'effet des législations, et l'Osmothèque a ce rôle important de pouvoir préserver ces matières premières pour pouvoir de temps en temps pouvoir repeser ces parfums. Donc Pinot Silvestre a été typiquement dans de ce cadre-là, et c'est un don très récent que Marco Vidal nous a donné, et ça donne vraiment aussi l'image internationale de l'Osmothèque, où elle ne se contente pas à préserver cette parfumerie qui est française, mais là vraiment une parfumerie qui est internationale. Pour parler du parfum en lui-même, ça a été un grand succès. Hein, je ne sais pas à vous, public italien, que je vous apprendrai cela. Hein, sachant qu'en 1955, Lino Vidal va créer ce parfum en interne. Et puis, sera un des premiers parfums en Italie à utiliser une égérie. Hein, et aussi, je pense que alors là, Roberto ou Hermano me contrediront, j'espère que non, mais où il y avait cette image avec ce cheval blanc, ce spot publicitaire, où il y avait ce lien affectif, ce lien culturel, ce lien de médias qui est très important, où tout le monde faisait le lien,
la connexion avec cette image. Donc parfum important pour l'Italie, parfum qui le succès dépassera les frontières de l'Italie, parce que toute l'Europe et le monde va pouvoir accéder à ce parfum. On le trouve à l'heure actuelle encore en France, à une distribution beaucoup plus orientée sur les pharmacies, entre autres, hein, c'était une distribution un peu différente que la parfumerie normale. Pour parler du parfum, c'est une formule très courte, avec beaucoup d'ingrédients naturels, qui, en l'occurrence, on voit des départs très aromatiques, hein, à la fois autour de notes de thym, de notes de genièvre. Hein, la baie de genièvre est très importante, elle va apporter cette fraîcheur, le côté un peu gin, hein, qu'on va tout de suite noter, mais aussi ce côté aromatique lavande et sauge clarée qui donne la profondeur, l'onctuosité à ce parfum. Derrière, on sent tout de suite la note mousse de chêne, ce qui rend le parfum très unique, hein, et des qualités de mousse de chêne très particulières qui font que nécessite qu'on utilise les bonnes matières premières, parce que dans les mousses de chêne, vous avez des qualités tellement différentes qui ont des rendus olfactifs tellement différents. Donc là, il faut vraiment utiliser les bonnes qualités, ce qui n'est pas toujours évident. Et en l'occurrence, on avait ces qualités-là au sein de l'Osmotec, on a pu le reposer en interne. Donc vous voyez la structure olfactive qui va avoir à la fois jouer sur la fraîcheur avec les notes conifères, donc baie de genièvre, etc., aromatiques, et puis se réchauffer au fur et à mesure, entre guillemets se sensualiser et finir sur des notes musquées de muscocétone, donc de musc nitré. Donc là, c'est là où la synthèse vient enrichir la palette du parfum. Donc, parfum très important et qui va avoir un énorme succès et qui ne démentira pas jusqu'à maintenant. On va peut-être pouvoir passer maintenant au parfum suivant, qui est, si on appuie sur le petit bouton, oui, alors je vais faire appel, justement, c'est Roberto qui va reprendre le relais. Hermano, pardon. Qui va prendre le relais justement pour nous parler des parfums manquants et comment l'Osmotec aussi peut aborder un certain nombre de choses quand on n'a pas les informations nécessaires. Hermano, je vous laisse. Bonjour. Comme a dit Thomas, ce sont des parfums que nous allons sentir. Ce sont des parfums qui sont avec des recherches qui sont en cours. Et ce sont des parfums maintenant de ma collection. Et on va sentir des parfums qui sont de l'âge où l'Italie était en train de développer beaucoup de marques et l'industrie aussi, qui est partie de l'industrie de la pharmacie. Et il y avait beaucoup de marques qui étaient des pharmacistes qui ont développé des parfums. L'industrie, puis, a développé les parfums et ces marques sont disparues, mais beaucoup de l'industrie qui a été développée pour la production est restée aussi pour les années 90, 80, et ont développé des parfums plus tard pour des couturiers italiennes, et voilà. Mais dans les années 30 et 40, ces pharmacistes ont développé des très belles créations qui étaient populaires dans la culture et dans la population italienne, mais aussi qui ont connu des succès aussi à l'étranger. Le premier parfum que vous sentez, c'est la lavande fragrante de Bertelli. Bertelli, c'était une société qui était très connue pour des produits comme les Cerotto Bertelli, qui était un cerotto, un patch, qui était pour les douleurs des articulations et des muscles. Et voilà, les frères des pharmacistes, qui étaient Vittorio, a commencé à créer les parfums.
la particularité de la lavande fragrante Bertelli, qui était vraiment très populaire dans les années 40, 50 et 60, était d'utiliser de la lavande italienne. Et en particulier, c'était la lavande des Alpes, de la Liguria et des Alpes. Et la fraîcheur qui donne cette fragrance est une fraîcheur vraiment quotidienne qu'on peut utiliser tous les jours pour donner cette splash de fraîcheur, non? Et les parfums est vraiment autour de la lavande, et c'était la période où on était sous le fascisme et l'autarquie imposait aux brands de créer avec des matières premières italiennes. Et ici, on va vraiment mettre en valeur la lavande, qui était l'un des produits les plus connus de la parfumerie italienne à l'époque. Et dans la mémoire de beaucoup de personnes, par exemple ma mère, ou je crois aussi beaucoup de personnes qui connaissent Roberto, le sillage de la lavande a vraiment marqué cette époque. Et alors, voilà, c'était vraiment les parfums qui a signé la quotidiennité des années 40, 50 et 60, je crois. On la retrouve aussi bien puissant dans les Pinot Sylvestre, comme a dit Thomas. Le deuxième parfum qu'on va sentir, c'est un parfum d'une autre marque qui est sortie d'une pharmaciste qui était vraiment, il n'a pas été pharmaciste, qui était Giuseppe Visconti di Modrone, qui a fondé sa marque qui s'appelait GVM, qui sont les lettres de Giuseppe Visconti di Modrone, mais la production était par la pharmacie Carlo Erba, qui était une pharmacie basée à Milan, et son épouse était Carla Erba, qui était la fille de Carlo Erba, le fondateur de la pharmacie. Et toute la production des parfums était dans la pharmacie. Et alors, Tabacco d'Arara, c'est un parfum qui était créé en 1949. Et à l'époque, la marque était ménagée par la fille de Carla Erba, qui était Ida Pace Visconti. Et Ida Pace, avec son mari Giuseppe Gastel, la marque a été très populaire et très connue en Italie et aussi à l'étranger. Et la parfumeur qui est la créatrice de cette fragrance est Mima Vassallo. Elle était la chef du laboratoire, elle était une chimiste, et il créait tous les parfums de la maison. Il faut penser qu'à l'époque, dans les années juste après la guerre, ils ont ouvert des très belles boutiques, spécialement au centre-ville à Milan, qui étaient très modernes pour l'époque. Et aussi les parfums étaient très modernes. Vous sentez une très belle note de tabac, un tabac bien ambré, avec des notes mielées, avec des notes légèrement aromatiques et boisées. Mais c'est un parfum qui était très moderne à l'époque et qui a bien marqué les parfums masculins aussi dans les années 50, 60 et encore dans les années 70, il était très très populaire. Cécile. Les derniers parfums
que je vous présente, c'est un parfum des deuxième couturier italien après la Schiaparelli, qui a créé son parfum pour sa griffe de mode. Et les couturiers est Roberto Capucci. Roberto Capucci est bien connu, il est encore vivant. Et c'était un maître de l'haute couture. Christian Dior a dit que c'était à l'époque le seul couturier italien qui pouvait être à la même pareil aux couturiers parisiennes. Et il est allé à Paris, il a fait des défilés à Paris et il était bien reçu dans l'entourage de la mode à l'époque. Et il a connu Hubert de Givenchy et son frère. Et alors, il était en train de développer sa première collection de prêt-à-porter dans les débuts des années 60. Et alors, il a décidé aussi de faire un parfum pour marquer sa ligne de prêt-à-porter. Et alors, il a fait deux parfums, en effet, qui c'était Parce que et Graffiti. Graffiti, c'était le plus grand succès à l'époque. C'était les parfums qui étaient conçus par la soirée. Et la ligne de prêt-à-porter était un grand succès aussi en Italie. Il avait une très belle boutique à Rome. Et les femmes italiennes à l'époque qui étaient à la mode, qui étaient jeunes et voudraient des vêtements à la mode, on achetait Capucci et aussi ils portaient les parfums. Je connais beaucoup de femmes qui à l'époque portaient Graffiti et vraiment c'était les parfums de la jeune fille à la mode et très dynamique, très moderne. Et vous sentez que c'est un parfum qui est un parfum très vert. Au départ, il y a une très belle note de galbanon et aussi un grand bouquet floral qui est avec des fleurs blanches et puis surtout la note de fond est une note florale qui est autour d'une fleur très sensuelle qui est la jonquille. Et c'était un parfum très audace pour l'époque parce qu'on pense que le premier parfum vert est vin vert, le floral vert, et Graffiti c'est le deuxième. Et alors on pense que vin vert c'était dans les années 40 et juste 20 ans après, on avait le deuxième qui était Graffiti et il était un parfum vraiment très audace, très sensuel, troublant. Alors c'est intéressant de voir aussi, comme Anne-Cécile vous en a parlé tout à l'heure, une des choses qui me tenait à cœur, c'est que le patrimoine du parfum ne se limite pas à la parfumerie alcoolique, à la parfumerie fine. Et on voit bien que notre environnement est entouré par un certain nombre de créations olfactives qui marquent vraiment notre culture, qui marquent vraiment notre époque et notre mémoire olfactive. Donc, faire rentrer ces créations dans le patrimoine de l'osmothèque me paraissait une évidence. Pour vous donner une petite anecdote, moi j'ai travaillé au début de ma carrière comme parfumeur chez Procter & Gamble et j'avais rencontré un parfumeur qui s'appelait à Bruxelles alors moi je travaillais surtout sur la parfumerie fine et les toiletteries, mais il y a un parfumeur qui s'occupait de toute la parfumerie fonctionnelle à Bruxelles qui s'appelait Robert Lecoq. Et qui m'avait dit, Thomas, tu sais, oui, c'est sûr que d'être l'auteur d'un grand parfum alcoolique, c'est une grande satisfaction. Mais moi, j'ai une autre satisfaction, c'est qu'il était à l'origine du Monsieur Propre, du parfum du Monsieur Propre. Et il me dit, moi, toutes les ménagères, elles m'ont sur le dos, elles m'ont avec elles toute la journée, tous les jours. Et
c'est rien que de penser que justement où on est, ces femmes qui utilisaient ces produits, et puis nous-mêmes, moi étant gamin, en France, le Montsavon, ça faisait partie de notre environnement. On se lavait tous avec du Montsavon, ou avec le Zest. Tout le monde se souvient de cette pub du Zest qui réveille le matin, qui était une note très aldéhyde, très citrus. Donc une belle lavande comme le Montsavon. Donc c'est important de rentrer parce que l'osmothèque, c'est le patrimoine du parfum universel et pas se limiter à la parfumerie fine. Donc on a commencé à faire rentrer donc le Montsavon, le Zest, ces formules pour pouvoir un jour les proposer ou les reconstituer et vous les proposer à voir sur quel média. En l'occurrence, il y a d'autres parfums, donc le Monsieur Propre, le Oil of Olay, tout le monde se souvient de la crème Oil of Olay, aux États-Unis, le Ivory Soap. Chaque pays aussi a sa propre culture, ses propres standards, et c'est ce qui va faire aussi l'histoire de chaque pays. Donc là, on dépasse le cadre du parfum et il fait vraiment que l'osmothèque est aussi qu'on travaille sur la défense du patrimoine olfactif de l'humanité, le patrimoine de l'humanité. Donc un des exemples qui clin d'œil, là encore, à l'Italie, c'est le Borotalco. Et je pense que tous les Italiens qui sont ici ne peuvent pas parler du Borotalco sans une certaine émotion. Et d'ailleurs, je vais passer la parole à Roberto pour ça, parce que moi, personnellement, je pourrais vous le décrire, effectivement, cette note poudrée, florale, qui est très agréable, qui est un standard. Aux États-Unis, il y a le même, hein, le Baby Powder Johnson & Johnson, qui est devenu un standard olfactif. Mais quoi de mieux que des Italiens pour parler d'un produit italien. Roberto. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ah oui, bon, le Borotalco, ça fait penser immédiatement à notre enfance, okay, quand on était bébé, quand on était enfant. C'est un des premiers souvenirs olfactifs que j'ai. Quand je fais des rencontres sur le parfum, la première question que je pose aux participants, c'est quelle est la première odeur que vous vous souvenez de votre enfance? Et les réponses sont les plus différentes. Mais mon odeur, c'était le bras de ma grand-mère qui avait des vestes avec les bras libres. Okay, et j'ai appuyé la tête sur le bras de ma grand-mère et j'ai senti l'odeur de sa peau et du Borotalco. Donc, quand je sens ça, c'est immédiatement un souvenir du premier souvenir olfactif que j'ai. Et donc, ça me ramène immédiatement au sofa avec ma grand-mère. Mais c'est typique, le Borotalco, bon, moi je l'ai encore dans ma maison. Okay, c'est encore un produit très vendu et très important dans la mémoire olfactive italienne. Oui, ça c'est sûr. On passe à le mien, oui? Non? Pas encore? C'est encore. Alors, c'est moi qui vais. Effectivement, l'osmothèque, donc comme vous l'avez vu, il y a les parfums anciens hein, qui constituent une grande partie de la collection, mais les parfums reconstitués, repesés, qui disparus. Et puis aussi tous les parfums contemporains qui viennent enrichir cette collection. Dès qu'un parfum est lancé, nous en récupérons des échantillons pour pouvoir les stocker, parce que ces parfums qui sont contemporains seront demain peut-être les parfums disparus. Donc c'est une anticipation sur l'histoire, l'avancée de l'histoire et comment, pour ne pas perdre ce patrimoine, eh bien, nous devons de les préserver, donc les faire rentrer au sein de la collection. Et parmi ces parfums, on essaie de jouer d'une façon neutre, indépendante, en dehors de toute influence, je dirais, commerciale, où on ne se doit pas de mettre dans notre collection que des grands blockbusters qui ont été des grands succès commerciaux, mais aussi des parfums qui sont des créations beaucoup plus intimistes, beaucoup plus confidentielles. Et en l'occurrence, ce parfum qui est
d'une parfumeur québécoise. Donc là encore, la portée internationale de l'osmothèque, qui a travaillé sur une interprétation du sfumato, cette espèce d'interprétation du sourire de Mona Lisa. Et là, on voit qu'il y a un travail artistique, un travail créatif sur quelque chose de très particulier. Et puis, ça va vous permettre de comprendre qu'on n'est pas à se limiter justement à cette parfumerie qui, entre guillemets, représente une industrie. C'est là encore où on est dans cette passerelle entre deux mondes, l'industrie et le culturel. Et bien évidemment, vous aurez corrigé cette petite coquille, c'est le sfumato. Oui. Avec toutes nos excuses à Alexandra Bachand pour cette petite coquille graphique. Voilà. Et d'un autre côté, on a un deuxième parfum qui, là aussi, alors, je ne sais pas si je dois laisser la parole à Roberto, pour une œuvre d'un parfumeur qui est reconnu, je dirais, d'une façon pas universelle, mais presque, qui est Jean-Claude Elena, pour toutes les créations et l'approche très créative qu'il a. Roberto. Alors oui, Viaggio in Italia, c'est une collection que nous avons dans notre marque Laboratorio Olfattivo, et c'est dû à une rencontre. La vie est faite de rencontres. Et dans 2017, moi, j'avais créé une association culturelle autour du parfum, et on avait organisé un événement à Turin, un superbe événement à Turin, dans un palais historique, dans Palazzo Madama. Et j'avais invité, et je voulais le meilleur. Et j'avais invité l'osmothèque. Et donc, ils sont venus, ils ont participé. Moi, j'avais vraiment l'envie de raconter l'histoire de la parfumerie, parce que c'est très important, l'histoire de la parfumerie. Moi, je suis passionné de l'histoire en général, mais l'histoire de la parfumerie, c'est mon domaine. Donc, c'est très important de connaître, c'est connecter pour comprendre ce qu'on sera et pour comprendre mieux les temps actuels et probablement avoir une vision de futur. Et donc, l'osmothèque avait accepté, et même Jean-Claude avait accepté de faire une conférence. Il avait fait une conférence sur le parcours créatif d'un jardin en Méditerranée qu'il avait fait pour Hermès. On s'est rencontrés, et là est née une amitié, maintenant je peux dire une vraie amitié, et l'occasion de créer quelque chose, de créer des parfums qui sont nés et qui ont été positionnés dans la collection Masters Collection. Mais ensuite, l'amitié continue, et on parlait du parfum, et il m'a dit j'aimerais bien représenter l'Italie. Et on dit, bon, on fait un voyage en Italie, alors un voyage olfactif. Et il m'a dit, oui, alors, le premier voyage olfactif que je peux faire en Italie, c'est autour des notes citrus, des notes citronnées. Et donc, il a commencé à travailler, et il nous a fait d'abord la mandarine, il nous a fait les citronnes, et il est sorti ensuite en 2021 avec la bergamote. Et la bergamote, même, on avait invité à l'événement culturel qu'on avait fait à Turin, Perfumum s'appelait l'événement, Capua, le plus important, une des plus importantes producteurs de bergamote au monde, utilisée dans le monde de la parfumerie. Les plus importantes bergamotes, c'est la bergamote italienne. Donc les grandes maisons de parfums utilisent des bergamotes italiennes dans les compositions. Et la bergamote, c'est un mélange entre le plant de citron et d'orange amère. Et c'est typiquement italien. Et à mon avis, la bergamote est déjà un parfum tout seul. Est parfaitement un parfum tout seul, parce que vous pouvez trouver des notes citronnées, mais même il y a des notes fleuries, florales, plein de notes florales, aromatiques. Donc c'est déjà un parfum tout seul. C'est pas seulement une agrume, c'est pas une note citronnée seulement. Et Jean-Claude l'a enrichi avec de l'orange amère, que vous pouvez sentir, avec du musc blanc
et une touche de cardamome pour le soutenir toujours, pour le uplifter, je ne sais pas comment dire, pour le faire enlever toujours. Bon, c'est un peu, Jean-Claude est un peu réticente à donner de... Je ne sais pas si on dit réticente en français. Ok. À donner les ingrédients, la pyramide olfactive. Ok. Il m'a donné quelques ingrédients. Mais vous savez qu'il il aime aussi travailler des formules très courtes. Il ne fait pas des papyrus de formules. Il fait des formules très courtes. Mais je dois dire qu'avec ses voyages en Italie qu'il a fait avec les agrumes, a ouvert, même à moi, a ouvert un aspect de la parfumerie que je ne pensais pas. Parce que des notes, des solinotes, si vous pensez, on a fait mandarine, mais ce sont des solinotes qui sont effectivement des parfums, non seulement des solinotes. C'est une touche de la nature, parce que vous pouvez sentir c'est la naturalité de fruits, c'est parfaitement la naturalité de fruits, mais en même temps, il y a la structure, la corposité, le sensor d'être pleine, un plein parfum, okay, que vous mettez en plein parfum. Et donc, là est née une collaboration qui va continuer. On a présenté aujourd'hui la pamplemousse, le pomelo, et on va continuer ce voyage en Italie. Mais la bergamote a été pour nous un moment important de la collection. Pour moi, c'est très important la collaboration que nous avons avec l'osmothèque. L'osmothèque, pour moi, c'est très important. Je me suis toujours battu, et Anne-Cécile connaît bien l'histoire, parce que dans les salons italiens, l'osmothèque peut avoir une position importante dans les salons et de l'espace. Parce que vraiment, il faut que personne de nous qui travaillons dans le secteur n'oublions jamais que nous arrivons de tout ce que vous avez senti. Et tout ce que vous avez senti, c'est toujours un mouvement, dans le sens qu'aujourd'hui, ils sortent de nouveaux parfums, que dans quelques années, seront des piliers de l'histoire de la parfumerie. Donc, c'est important qu'aussi, aujourd'hui, les maisons de parfums dont à l'osmothèque les formules pour recréer les parfums. Parce que seulement comme ça, on pourra vraiment continuer dans la juste façon à créer des parfums qui peuvent raconter une belle histoire. Si nous sommes... dans l'Italie, on est arrivé à faire de la parfumerie qu'on appelait la parfumerie de niche, on l'appelait la parfumerie artistique, d'art, d'auteur, on a changé beaucoup de noms. C'est surtout grâce à des maisons qui, il y a 30 ans, avaient commencé à créer quelque chose de différent, mais sur des bases historiques. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, pour ça, je remercie vraiment l'osmothèque pour ce qu'ils font et auront toujours mon support. Et je suis vraiment honoré d'être considéré par eux des ambassadeurs en Italie. Vraiment, merci encore. Merci Thomas, merci Anne-Cécile. Et vous aurez tout mon aide dans les futurs, dans les marchés italiens et pour les consommateurs italiens et pour les passionnés italiens. Je dois passer la parole, je crois, à Isabelle ou à Thomas. On va, écoutez, pour résumer, effectivement, et peut-être paraphraser Roberto, je le remercie du fond du cœur, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et l'osmothèque joue ce rôle pleinement pour être le réceptacle de ce patrimoine, mais aussi le faire vivre, le communiquer et puis l'approfondir, ce patrimoine, parce que la recherche est là aussi pour ça, comprendre mieux comment il fonctionnait autrefois, comment cette mémoire, ce savoir-faire a pu évoluer pour constituer notre environnement. Alors je voudrais vous remercier, vous, le public, d'être là. Je voudrais remercier bien sûr toute l'équipe d'Exsense pour nous avoir accueillis très chaleureusement et nous avoir aidés dans notre présentation. Je remercie bien sûr Roberto et Hermano pour leur aide et leur engagement à côté de nous, qui sont ces ambassadeurs. Roberto l'a bien dit, ces ambassadeurs au sein sur l'Italie, sachant quand même que l'Italie,
on parle toujours de la parfumerie, le berceau de la parfumerie Grasse, la France, mais on oublie quand même que l'Italie, il y a de la Cologne, et donc s'il y a bien 2 pays au monde qui sont riches olfactivement et parfumistiquement, c'est bien l'Italie et la France, et je dirais cette amitié transalpine, voilà, on va la célébrer aujourd'hui, et je vais tous ces remerciements que je voudrais passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a... Oui, alors, un bon président que vous êtes, vous avez squeezé la conclusion d'Isabelle. Alors, je vais me permettre de lui repasser la parole quelques instants pour boucler. Et alors, vous avez déjà eu les remerciements. Nous allons maintenant avoir la conclusion. Désolé, Isabelle. Voilà, c'est du vrai direct. Roberto l'avait déjà donné. Cette conclusion, c'est sur l'importance de la relation qu'on entretient individuellement avec les parfums. C'est tellement important, cette relation unique qu'on a avec un parfum. Parfois, cette relation existe aussi au niveau d'une génération. C'est une mémoire collective, on l'a vu avec le Borotalco, avec le Pinot Sylvestre. Et c'est vrai que l'osmothèque a envie de conserver cette mémoire à la fois individuelle et collective dans les flacons et vous permettre de la redécouvrir, de la partager. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'un conservatoire de parfum, c'est un conservatoire d'émotions, comme l'avait dit Patricia de Nicolaï, l'ancienne présidente. Et donc, nous considérons qu'il est important de préserver ce patrimoine olfactif qui est, d'une certaine façon, le patrimoine de l'humanité, pas seulement des Français, des Italiens, des Européens, mais vraiment un patrimoine de l'humanité que nous avons à cœur de conserver et de faire grandir. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, je suis désolé pour avoir raté tout ça. Je voulais seulement ajouter une chose que je considère importante, a été importante pour moi, et donc je vais la partager avec vous. À la salle et à l'osmothèque, vous pouvez sentir des parfums qui ont fait l'histoire de la parfumerie. Et le patrimoine, c'est non seulement comprendre ou sentir les parfums 1868 comme Fougère Royale, des parfums qui ont une époque, mais aussi sentir des parfums comment il était, qui existe encore maintenant, comment il était à l'origine, pour comprendre les changements qu'ils ont eu dans les temps. Bon, maintenant, l'IFRA continue à changer la réglementation, il faut changer toujours les formules, mais parfois, ce n'est pas seulement la loi qui fait changer les compos, les parfums, mais sentir comment il était et comprendre la beauté de certains parfums qui, malheureusement, ne correspondent plus à la même beauté aujourd'hui. Quand vous allez les sentir aujourd'hui dans les parfumeries, ils ne correspondent plus à la même beauté. Moi, je suis tombé en amour avec quelques parfums que j'ai sentis à l'osmothèque et je n'étais jamais tombé en amour avec les mêmes parfums sentis sur les étagères de quelques parfumeries. Et donc ça, c'est aussi important parce que nous devons étudier, moi, Hermano, nous devons toujours étudier parce que quand nous faisons de nouveaux parfums, on pensons de nouveaux parfums, c'est toujours de là qu'on parte. Okay, ça, c'est très important. Donc, faites un tour, sentez des parfums et appréciez tout ce que l'osmothèque fait toujours. Merci. Notre équipe est encore présente aujourd'hui et demain toute la journée. On a avec nous évidemment les 15 parfums qui ont été un peu mis en avant dans le cadre de l'hommage à l'Italie, terre de parfums, et aussi une centaine de parfums qui sont le fruit de travaux, soit de notre équipe, soit des collaborations avec les maisons de composition. Et vous avez une cinquantaine de très très belles repesées historiques que vous pouvez découvrir dans le cadre de notre présence à Aix-en-Provence. Ah, il y a des questions. C'est notre conférence à faire. En même temps, il y a des petites marques de niche qui commencent à produire ce qu'ils appellent des produits, des parfums qui sont naturels, le public demande du naturel. Comment ces deux tendances cohabitent? Alors moi, je vais répondre en tant que peut-être
plus en tant qu'osmothécaire, mais en tant que parfumeur. Là, vous mettez le point sur un réel paradoxe, une contradiction, je dirais, des consommateurs et des institutions. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une demande de plus en plus de naturel et qui a un sens réel. C'est-à-dire que la naturalité est très importante. Et puis, d'un autre côté, il y a un bannissement de ce naturel. Toutes les législations autour des allergènes qui sont souvent un non-sens quelque part, qui n'est pas toujours de fondement scientifique rigoureux. Et on veut à la fois du naturel et plus d'allergènes, et c'est là où on arrive à un paradoxe. Parce que vous allez peler une orange, vous allez vous mettre plein d'allergènes sur les mains, et en pur en plus, alors que le parfum, bon, c'est parce que dans l'essence d'orange, vous avez du limonène qui est listé comme un allergène puissant. Bon, soit très bien. Et c'est là où on arrive à un réel paradoxe. Donc, le naturel est quelque chose de très riche. Comme disait Lavoisier, c'est comme dans toute chose, tout est poison, rien n'est poison, qui est juste une question de dosage. Et c'est là où les parfumeurs sont raisonnables et ont déjà anticipé ça depuis longtemps. Donc on a des réglementations qui parfois sont excessives, mais qui sont réelles. Et alors, c'est pas la peine d'en rajouter plus que ça. Voilà. Donc le naturel a un grand avenir parce que il y a beaucoup de choses à faire autour du naturel, sur les façons d'extraire, les façons de découvrir encore un certain nombre de naturels. Et la chimie a aussi un certain intérêt. Et je pense que malgré tout, il faut qu'il y ait un peu des deux. Voilà. Mais je pense que on va avoir, si on arrive à concilier les deux, à concilier justement ce paradoxe qui est d'un côté le bannissement du naturel, puis de l'autre côté l'envie de naturel, qui est tout à fait légitime, on va pouvoir avancer et faire de vraies choses. Mais il faut qu'on puisse s'accorder sur ce point. Eh bien, merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon salon. Au revoir. Merci beaucoup.